Et voilà, nous sommes en direct. Bonsoir tout le monde, bienvenue ce soir pour cette super conférence, les états modifiés de conscience, rêve, méditation, voyage chamanique, pleine conscience. À quoi cela sert-il à votre âme en compagnie de Gwen Clapp? En attendant, je ne veux pas tous pouvoir vous saluer. J'ai vu que vous étiez déjà très nombreux en ligne. Il y a plus de 1500 inscrits ce soir. Donc, bonsoir à tous. J'ai vu que vous veniez aussi d'un petit peu partout. Donc, c'est vraiment super. Alors, sans plus attendre, qu'allons-nous voir ce soir? Eh bien, ce soir, donc dans les états modifiés de conscience, figurez-vous que nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à l'esprit, à l'âme et aux états modifiés de conscience. Par curiosité, par besoin de s'identifier à d'autres témoignages ou pour apprendre. Mais connaissons-nous réellement l'intérêt de notre âme de faire ces expériences? Nous prenons à tout va l'instant présent. Alors pourquoi visiter notre multidimensionnalité, le temps, l'espace, l'astral? Des vies antérieures au choix d'incarnation, en passant par ces états modifiés de conscience, nous prendrons conscience lors de ce webinaire de ce que nos âmes veulent expérimenter. Et pour vous proposer tout cela, eh bien, j'ai la grande chance et la joie d'accueillir Gwen Clapp, qui est holothérapeute, chamane, enseignant de santé et de guidance spirituelle. Gwen, en fait, est un jeune thérapeute, chaman et enseignant, qui a grandi dans un environnement multiple. Étant métisse, non seulement mélange de couleurs, mais aussi de culture, de religion et de tradition. Cet environnement a été idéal à Gwen pour observer et comprendre les fonctionnements humains à l'origine de sa sagesse. Fasciné par la psychologie, la sociologie, les mœurs et les mécanismes humains, il développe alors sa conscience et réalise que celle-ci peut se partager. Il décide d'en faire un métier et se fait très vite un nom. Fils de la chamane Johanne Razanamae, que vous connaissez certainement puisqu'on a eu l'occasion de l'accueillir déjà plusieurs fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie, et du docteur Christian Tal Schaller, que nous avons également eu la chance d'accueillir à l'Académie de la Nouvelle Vie. Il a non seulement su apprendre d'eux, mais aussi il a su marquer sa singularité, d'où découle son propre enseignement de spiritualité, permettant à chacun de vivre en bonne santé, en paix et heureux. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance de l'avoir rien que pour nous pendant une grosse heure, on va dire. Je sais également qu'il sera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous en avez. Et voilà. Merci Gwen d'être avec nous. Merci Stéphanie pour cette présentation. C'est toujours à la fois émouvant d'entendre parler de soi comme, j'allais dire, comme si on était un grand personnage, mais nous le sommes tous, donc étant un grand personnage. Et à la fois, c'est hyper stressant d'entendre défiler la présentation. Donc, je suis très content. Je vois le chat, il y a vraiment beaucoup de monde et ça sent vraiment l'énergie de l'amitié parce que je vois pas mal de gens qui me parlent comme s'ils me connaissaient. Donc, je suis toujours ravi de me sentir accompagné, que ce soit par ma famille, mes amis qui assistent à mes conférences parce qu'on n'est pas obligé. Quand on sait ce que l'autre enseigne, finalement, on n'a pas besoin de... On ne s'oblige pas, on ne se met pas la pression les uns les autres pour nous suivre, mais ça fait du bien. Et à tous ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'espère que vous serez heureux de découvrir un peu. Non pas moi en tant que personnage, mais je dirais ce que j'ai à dire, ce que j'ai apporté, parce que finalement, sans fausse humilité aucune, je crois pas que l'important ce soit de me connaître moi. Je pense que l'important c'est de prendre ce que je peux transmettre. Et en ce sens, je suis vraiment très honoré par ton invitation, Stéphanie. Je suis déjà passé par l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je salue Bertrand au passage, Bertrand Canavi. Donc voilà pour la petite intro, parce que j'aime trop remercier avant. En général, les gens attendent la fin. Moi, c'est tout le temps. Donc merci à tous.
Et tu as bien présenté donc cette conférence de ce soir. C'est vrai que j'ai choisi ce sujet pour diverses raisons. Je sais que, en fait, pour moi, les énergies sont cycliques. Et on aborde souvent des thèmes où on ressent des choses de manière cyclique annuelle, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a des énergies qui correspondent à des mois, à des cycles lunaires, à des cycles solaires. Et là, c'est une période idéale, en fait, pour parler des états de conscience. Je sais que souvent, septembre, bon, il y a la rentrée scolaire, évidemment, ou la rentrée professionnelle pour d'autres. Puis à la fois, moi, c'est une période où j'aime bien me préparer à jeûner pour le passage à l'automne, le changement de saison, justement, le changement d'énergie. Et pour aller dans le très concret, c'est vrai que notre conscience se modifie déjà quand on passe des vacances au travail. Donc, je vais parler vraiment de la conscience dans le quotidien et évidemment également parler des rêves, méditation, pleine conscience, voyage chamanique qui intéressent la majorité des gens. Mais voilà, j'avais envie d'amener les deux. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, modifier son état de conscience, c'est forcément faire un exercice qui nous conduit à un état différent, alors que pour moi, c'est 24 heures sur 24 dans notre vie. Nos états de conscience se modifient perpétuellement, suivant si on est centré, si on est décentré, si on est dans l'instant présent, si on est en train de penser à hier ou à demain. Et en fait, notre état change tout le temps et le fil conducteur, ça va être évidemment qu'est-ce que ça apporte à l'âme, mais également, à mes yeux, qu'est-ce que ça apporte dans notre quotidien. Donc, je crois que j'ai aussi présenté, donc je répète encore, bonsoir à tous pour ceux qui arrivent en cours. Qu'est-ce que la conscience? Parce qu'avant de parler d'état modifié de conscience, c'est vrai que ce qui me tient à cœur, c'est d'amener l'idée que la conscience, c'est l'invisible. C'est tout ce qui nous entoure. Pour moi, ce qu'on peut appeler la conscience, c'est ce que d'autres appellent Dieu, c'est ce que d'autres appellent l'univers. Pour moi, en fait, tout est un, avec des mots divers. Et nous, en tant qu'êtres humains, nous avons décidé de choisir diverses expériences. Donc ici sur Terre, donc on fait des choix d'incarnation pour expérimenter des choses bien précises et choses qui nous amènent ou enlèvent de la conscience suivant si on tire la conclusion de nos expériences que la vie c'est horrible ou suivant si on tire une conclusion que la vie est merveilleuse. Donc en fait, c'est comme si, à mes yeux, le chemin de conscience, c'est un chemin de paix. C'est comme si c'est le but de la vie, c'est de rentrer en paix avec son passé, son présent, son avenir. Ne pas se projeter dans différentes choses. Donc je vais en parler aussi. Et s'accomplir finalement au quotidien. Donc la conscience, ce sont des choses c'est une énergie qu'on touche, qu'on attrape, qui nous permet d'évoluer en permanence. Et ce qui me fascine dans la conscience, c'est donc le fait que quand on acquiert de la conscience, on ne peut plus le perdre. C'est pas comme quelque chose de matériel où ça va, ça vient. C'est quelque chose qu'on a acquis. Et en fait, je précise tout de suite, pour moi, la conscience doit être accompagnée d'action. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une prise de conscience, le but, c'est de se l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est un schéma qui est très facile à dessiner. Et c'est un schéma qui amène, je pense, à des adolescents, parce que c'est une période de la vie qui est compliquée, à vivre des périodes de mal-être, à des adultes également. Et en fait, quand on souffre de sa conscience, puisque j'entends beaucoup de gens me dire je souffre, je suis trop conscient, ou je souffre parce que mon entourage n'est pas assez conscient, ou je regarde le monde et ça me fait mal. Et en fait, la seule différence entre quelqu'un d'heureux et quelqu'un de malheureux, c'est que quelqu'un qui est malheureux, c'est quelqu'un qui est conscient de quelque chose et qui ne fait rien avec sa conscience. Et quelqu'un qui est heureux, donc on parle de mission de vie, c'est quelqu'un qui applique.
C'est-à-dire, puisque je vois quelque chose sous mes yeux, je fais quelque chose. J'améliore ma vie, je fais le mieux pour les gens que j'aime. Tu vois, on en a parlé déjà entre nous, mais par exemple, je vois très bien qu'en ce moment, il y a des drames pas possibles dans le monde en termes d'incendie. Et puis c'est vrai que je vois des débats sans fin. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est la faute de qui? Alors on cherche des coupables, ou alors on souffre parce qu'on se sent impuissant, parce qu'on est à l'autre bout du monde. Et en fait, tout ça fait que soit on s'épuise avec notre impuissance, soit on a foi en nous, avec l'idée que quoi qu'on fasse, même à l'autre bout du monde, peut être précieux, peut créer une énergie, peut compléter une énergie. Et donc, pour résumer, la conscience, pour moi, c'est la perception qu'on a de la vie. Donc, je vais tout de suite dans la suite, c'est que nos états de conscience, certains appellent ça la loi d'attraction, se matérialisent dans la matière. Donc, suivant dans quel état de conscience nous sommes, c'est ce qui crée une vie agréable, une vie désagréable, une vie de chance, une vie de malchance. Tout simplement parce qu'en général, on parle de pensée créatrice, mais pour moi, c'est beaucoup plus que de la pensée. C'est qu'est-ce qu'on est à l'intérieur. Donc, c'est pas ce que je pense, je le suis, c'est ce que je suis. Je le crée. Et la vie nous témoigne toujours que l'effet d'intérieur vers l'extérieur se manifeste. Donc, c'est là où la conscience devient intéressant à cultiver. C'est que si je prends vraiment un exemple du quotidien, imaginez-vous qui écoutez, qui êtes là dans cette conférence, on part tous ensemble rencontrer 50 personnes. On passe une journée avec eux. Puis, à l'issue de la journée, on va raconter ce qu'on a vécu. On était au même endroit, avec les mêmes personnes, tous ensemble. Et en fait, avec des consciences différentes, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah ben j'ai rencontré beaucoup de gens qui allaient mal ». D'autres qui vont dire « Ah ben je me suis bien amusé ». Et d'autres qui vont se dire « Ah j'ai beaucoup appris des autres ». Et en fait, on pense que dans l'effet miroir, on a rencontré quelqu'un qui avait besoin de nous, alors qu'en réalité, on a créé quelqu'un qui reflète ce que nous avons besoin de vivre, ce que nous vibrons, ce que nous émanons, suivant notre état de conscience. C'est bien pour ça que certaines personnes rencontrent forcément que des personnes qui souffrent. En général, c'est le témoignage d'un côté sauveur. D'autres personnes, ils sont focalisés, par exemple, je pense, on parle nous souvent de thérapie sauvage ou d'enseignement sauvage. Donc c'est comme si partout où ils vont rencontrer des élèves. Mais en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que nous tous, on peut parler à la même personne et suivant notre état à nous, la personne va se présenter totalement différemment à nous. Donc la même personne peut être en souffrance qui raconte ses problèmes à quelqu'un et être quelqu'un de très heureux et épanoui en parlant avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire dans l'influence de notre état de conscience sur le monde et sur la création de notre vie. Donc j'espère que vous me suivez tous. J'ai pas le temps en même temps de lire les commentaires. Donc Stéphanie aussi, n'hésite pas à m'interrompre hein, si je suis trop parti. Oui, pour l'instant, tout va bien. Super. Donc voilà, je pars de cette conscience dans le quotidien. Que si le matin je me réveille en me disant la vie est horrible, je vais créer une vie horrible. Et si le matin je me réveille en me disant que la vie est belle, je vais créer une belle vie. Suivant, il y a être conscient, on l'oppose à être inconscient. Donc ça, on le sait tous aujourd'hui, que finalement notre conscience, elle est très, très, très faible. On peut estimer à 15%, 20%, voire même 10%. Mais en gros, le pouvoir
de l'être humain est dans son inconscient et dans son subconscient. Donc la majorité de nos croyances limitantes sont dans l'inconscient et le subconscient. Et c'est ce qui amène donc à des outils, qu'ils soient thérapeutiques ou chamaniques, d'aller rencontrer l'inconscient. Donc là, je vais plus vous parler, pour commencer, de voyages chamaniques, de rencontres avec l'enfant intérieur, de rencontres avec une vie antérieure, voire même du monde des rêves. On va tout mettre au même endroit. C'est que très souvent, dès qu'on arrête, on coupe le mental, donc ce qui représente l'hémisphère gauche du cerveau, alors on rentre en connexion avec notre inconscient, notre sensibilité, notre ressenti. Et d'où l'idée, par exemple, de l'hypnose régressive ou l'hypnose ericksonienne ou autre, c'est de laisser le conscient sur pause pour aller discuter avec l'inconscient. Et en fait, on se rend vite compte que la création de notre vie, quand elle est décidée, c'est quand le conscient et l'inconscient sont sur la même ligne. Et que si consciemment je rêve de m'épanouir dans la vie de couple, mais que dans mon inconscient, il y a 20 personnages intérieurs qui veulent surtout pas être en couple parce que ça a mal terminé entre eux, parce que dans une vie antérieure, j'ai souffert, parce que dans mes différentes relations, ça s'est mal terminé, etc., etc. Parce que, en fait, il y a même des fois des croyances qui sont infimes. Parce que si je suis en couple, ça peut nuire à ma carrière professionnelle. Parce que, là, je témoigne vraiment de ce qui peut me traverser l'esprit. Parce que si je suis en couple, mais moi, j'ai déjà un fils, donc comment elle va le prendre? Et en fait, c'est comme si on se crée des barrières inconscientes. Et tout l'idée, moi j'aime beaucoup la métaphore de la lumière. La rencontre de l'inconscient, c'est d'aller poser une bougie dans le noir. La bougie étant la conscience, le noir étant l'inconscience. Donc je vais rencontrer des personnages qui existent en moi pour les soigner. Donc le premier but finalement de modifier nos états de conscience, c'est de nous guérir. Guérir notre passé récent, guérir notre enfance, guérir nos vies antérieures. Pour moi, tout ça, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, on a deux buts dans la vie, dans nos choix d'incarnation. Très souvent, notre âme, elle vient sur Terre pour guérir le passé et pour s'accomplir au présent. Donc, finalement, tous ces outils sont intéressant. Je dis bien le mot intéressant et je ne dis pas le mot indispensable. C'est que c'est très intéressant d'aller à sa rencontre pour travailler sur des idées qui ont été figées par des émotions. Donc très souvent, l'idée, c'est d'aller lâcher des émotions du passé pour libérer une croyance, pour libérer une barrière, un blocage, un personnage intérieur qui nous met des bâtons dans les roues. L'autre idée d'aller à la rencontre, c'est de prendre des messages. Donc là, je vais plutôt parler de l'aspect méditatif. Il y a aussi des voyages chamaniques, il y a aussi du channeling, c'est d'aller rencontrer, comment je pourrais appeler ça d'une manière simple, des enseignants, pour aller prendre des enseignements. Donc finalement, l'autre but, à part se guérir, parce qu'on n'est pas que des êtres malades, évidemment, c'est d'apprendre, tout simplement. Donc apprendre, et c'est là où ça devient magique de comprendre ces états modifiés de conscience, c'est qu'en fait, le temps n'existe pas, il est très relatif. Donc, suivant les états modifiés de conscience que nous vivons, le temps peut se distordre, je dirais, se manifester d'une manière très lente ou très longue. Et on le sait, par exemple, dans le monde des rêves, qui est finalement l'état de conscience modifié le plus connu, c'est que dans un rêve, on peut rêver pendant 3 heures de quelque chose qui dure finalement que 5 minutes, ou à l'inverse,
en 5 minutes, faire un rêve qui dure 6 mois. Donc, ces états-là servent justement à laisser une porte ouverte. Donc, je vais m'expliquer pour ça. C'est que la majorité des gens ne maîtrisent pas leurs rêves. On dort, on rêve, on voyage, on fait plein de choses. Dans le monde des rêves, dans l'astral, on voyage tous. Toutes les nuits, on voyage. Puis on se réveille le matin et on est la même personne que la veille au soir. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que vu qu'on a coupé totalement le mental et qu'on a ouvert que l'autre hémisphère cérébral, du coup, on ne se rappelle pas des choses et on ne tire aucun enseignement. Donc, si on va faire des voyages, des méditations, de l'hypnose, c'est pour aller chercher quelque chose et nous en souvenir après. Donc, ça veut dire qu'on va baisser nos vibrations proches d'un état de sommeil pour prendre un enseignement et s'en souvenir, pour prendre une guérison et se l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors que les personnes qui n'arrivent pas à faire ça sont des personnes qui n'évoluent pas grâce aux états modifiés de conscience, tout simplement parce qu'elles croient qu'il n'y a que la vie dans la matière qui est importante. Donc, imagine, tu te réveilles le matin, il faut amener les enfants à l'école, il faut que je gagne ma vie, il faut que je paye un crédit. Et en fait, tu es obsédé par la vie matérielle. Alors que ces expériences sont spirituelles. En fait, beaucoup de gens n'ont pas idée que notre vie spirituelle est extrêmement puissante sur notre vie matérielle. Donc j'espère que tout le monde me suit bien entre ce lien entre aller chercher un outil, aller chercher un message, aller guérir un élément du passé pour transformer son présent. Je viens maintenant à méditation et pleine conscience. Je précise bien et pleine conscience parce que pour moi, ce sont deux états différents. Donc, loin de moi l'envie de me fâcher avec les fans d'autres enseignants qui parlent de méditation de pleine conscience. Mais si vous voulez, la méditation, aujourd'hui, nous prouve qu'on va aller vers un état d'onde cérébrale descendant. Donc, on va aller vers un état qu'on appelle delta, qu'on appelle theta, donc ce sont des lettres grecques. Alors que le monde réveillé, nous sommes sur une vibration plus haute qui s'appelle alpha. Donc, on va dire que nous sommes tous en alpha, normalement, quand on est réveillé. Donc, la méditation nous amène à descendre à l'intérieur de nous. On baisse le rythme du cœur, on baisse la respiration, on baisse le système cérébral pour partir de l'intérieur. Alors que la pleine conscience, à mes yeux, je dis bien parce que ma parole n'est pas d'évangile, la pleine conscience, pour moi, c'est tout l'inverse. C'est quand je suis beaucoup plus réveillé que réveillé. Donc, c'est-à-dire que je suis encore plus haut que alpha. Donc, je suis pleinement conscient de mes émotions. Donc, mes émotions ne baissent pas, au contraire, elles se multiplient. Je suis pleinement conscient de mes pensées. Je suis conscient de chaque individu qui interagit avec moi. Ma vision sur le monde change. Et ça, c'est ce que je trouve magique, c'est quand on est pleinement conscient, imaginez-vous en pleine nature. C'est que quand on est prisonnier de notre ego, on perd la conscience, donc on pense à une seule chose, on voit qu'une seule chose aussi dans la nature. Alors que quand on est plus conscient et que l'ego est bien calmé et qu'on ouvre notre canal de lumière, notre canal de conscience, on voit le monde totalement différemment. En fait, on voit le monde d'une manière panoramique. Donc, quand je dis
panoramique, c'est qu'on n'est plus à se concentrer sur un seul élément. Et là, je parle du visuel, ça peut être sonore, ça peut être du ressenti, ça peut être des souvenirs. C'est quand on voit la vie dans son ensemble. Donc, ça me ramène au point, qu'est-ce que la conscience? La perception de la vie. Donc, finalement, si j'ouvre ma conscience, si je vais dans ce qu'on appelle pleine conscience, bien que j'aime pas le terme, qui me paraît un peu erroné, puisque à mes yeux, nul n'est pleinement conscient, sinon on ne se serait pas incarné sur Terre. Donc, élever sa conscience, c'est voir tout. Voir tout, c'est-à-dire que face à un être humain qui me parle de quelque chose, quelqu'un d'inconscient va dire « Ah ben tiens, lui c'est quelqu'un de mauvais ». Alors que quand on est conscient, on voit beaucoup de prismes. On voit, c'est quelqu'un que j'estime mauvais parce que je suis dans le jugement, parce que ça réveille une blessure en moi. C'est quelqu'un qui est mauvais parce qu'il a dû beaucoup souffrir dans son enfance. Il a tel comportement parce que, sans doute, ses blessures l'ont amené à être sur la défensive ou dans un rôle de destructeur. Et en fait, au lieu de porter un jugement, on voit un panorama de l'être humain qui est en face de nous. Donc, ces états de conscience nous amènent forcément à développer notre médiumnité. C'est que finalement, quand je rencontre une personne, devant moi, il y a 100 personnes à l'intérieur. Au lieu de me contenter de regarder juste un seul individu fermé, bloqué, verrouillé dans une petite boîte avec une case. Donc, là, je fais vraiment le parallèle entre être conscient d'un être humain, être conscient d'un paysage, être conscient d'un rêve. Donc, on va approfondir maintenant sur ce qu'on appelle état modifié de conscience. Et vous allez vraiment comprendre ce lien du panorama dont je vous parle. Puisque quand on fait des voyages, en fait, on change de perception sur la vie. Donc, par exemple, les voyages astro, très souvent, amènent à ne plus voir que la matière. On voit les éléments presque en transparence. On n'a plus le champ de vision à 160 degrés, mais on a un champ de vision plus élargi. On regarde plus un être humain. Là, je vous amène vraiment plusieurs perceptions différentes parce qu'il n'y a pas un état, une perception universelle à tous. C'est qu'en fait, chaque personne voit des choses différentes. Certaines personnes vont ressentir des choses dans les vibrations, d'autres vont tout de suite trouver « Ah ben là, je vois le corps, il y a une maladie à tel endroit du corps ». Et tout ça, on appelle ça des dons ou des capacités. Alors que justement, ce sont des choses qui viennent naturellement quand on apprend à modifier notre conscience. Donc finalement, ce que nous faisons toutes les nuits dans nos rêves, on peut se l'appliquer, réveiller. Puisqu'on dit souvent que finalement, y a tout ce qu'on peut réaliser, c'est ce en quoi on croit. Et en fait, la foi devient l'élément numéro 1 dans nos états de conscience. C'est que si j'ai des rêves, j'ai des objectifs, j'ai des envies, j'ai des choses à apporter au monde, mais que je n'y crois pas, ça veut dire que mon état de conscience est fermé. Donc là, vraiment, je fais le parallèle, Stéphanie, tu t'en rappelles, on est en formation ensemble, entre l'ego et la conscience, c'est qu'en fait, plus notre ego prend de place dans notre vie, plus il coupe notre canal de conscience. Plus on est capable de calmer notre ego, et je précise, c'est pas 24 heures sur 24, c'est dans des états modifiés de conscience, je fais du travail sur moi, et plus on est capable de vivre ce genre d'expérience. Alors, est-ce que tout le monde est capable de faire des voyages astro? Alors déjà, dans voyage astro, il y a tout un panel de voyages. Il y a le voyage astral, ce qu'on appelle sortie de corps, c'est-à-dire je laisse mon corps de matière pour que mon corps spirituel se déplace.
aille chez le voisin, change de pays. C'est-à-dire qu'on garde une conscience humaine. Il y a aussi des voyages astro où on part dans d'autres planètes, sur d'autres sphères, dans d'autres dimensions. Et encore, il y a une autre forme d'astral qui est plus concentrée sur des jeux de lumière et de son. C'est-à-dire que le monde, ce monde en tout cas astral, c'est un monde qui ne ressemble pas du tout avec nos croyances terriennes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de matière. Tout est vaste, tout est changement perpétuel, tout est énergie. Donc ce sont des mondes qu'on peut visiter, qu'on peut apprendre à visiter, je dirais. Donc oui, pour la réponse, tout le monde en est capable. Parce que tu utilises le mot capable. Mais est-ce que tout le monde en a envie? Est-ce que c'est utile à tout le monde? Parce que, comme vous le savez, je pense aujourd'hui, quand on modifie nos états de conscience, c'est quand la partie consciente est d'accord. C'est pour ça que souvent en hypnose, on dit aux gens, on ne peut pas vous forcer à faire un truc que vous ne voulez pas. Parce qu'en fait, on a des filtres, on a des barrières, on a des blocages. Et ils sont tous différents les uns pour les autres. Donc finalement, nous sommes tous capables, mais surtout ceux qui y croient. Surtout ceux qui n'ont pas peur de faire ça. Alors que Joy, tu sais très bien que dans la société d'aujourd'hui, il y a plein de gens, tu vas leur parler de voyage astro, ils vont te dire ouais, c'est n'importe quoi. Ça sert à quoi? Donc, vraiment, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles. Et si on ouvre le champ des possibles, alors oui, tout le monde est capable de voyager. Après, je reviens pour moi sur ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est à quoi ça sert. C'est ça l'objectif de notre conférence. Donc, Joy ou les autres, à quoi ça sert de faire un voyage astral? Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. C'est qu'en fait, du fait que la spiritualité se démocratise, il y a de plus en plus de gens qui sont curieux. Ils sont curieux de vivre des expériences. Ils sont curieux d'apprendre des choses. Alors, on passe notre vie sur Internet, on lit des livres, on trifouille partout pour emmagasiner de la connaissance, alors qu'en fait, c'est pas la connaissance du tout qui va ouvrir notre conscience. C'est la pratique. Donc, en fait, dans le à quoi ça sert, j'avais envie de vous amener à quelque chose qui, pour moi, est le vice, l'un des vices ou l'une des dérives de cette spiritualité à tout va. C'est qu'en fait, ça crée des touristes de la spiritualité. Je parle vraiment de tourisme. Et le tourisme de la spiritualité, c'est des personnes qui vont faire Vipassana en France, après ils vont aller prendre de l'ayahuasca au Pérou, et puis après ils vont prendre du peyote au Mexique, et puis ensuite ils vont aller méditer 6 mois dans l'Himalaya. Et en fait, tout ça, c'est très beau. Je dis pas que c'est mal, hein. C'est très beau de vivre des expériences. Mais ça devient du tourisme spirituel quand on consomme pour nourrir notre ego et non pas pour ramener quelque chose. Et cette dérive, je la trouve de plus en plus grande, c'est qu'en fait, on oublie l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, donc, de voyager ou de sortir de son corps ou de sortir de cette dimension, c'est de ramener quelque chose dans sa vie pour faire de sa vie quelque chose de plus beau. Donc, je fais un voyage chamanique, je rencontre une vie antérieure. Je pose une intention dès le départ. Je souhaite guérir tel problème dans ma vie. Je fais un voyage astral, je pose une intention dès le départ. Si je rencontre des êtres de lumière, je veux qu'ils me guident sur mon chemin de vie.
Et en fait, ça sert à ça, les états modifiés de conscience, ça sert à ramener quelque chose dans la matière. Et la dérive dont je vous parle, c'est une dérive vraiment, j'ose dire le mot dangereux. Ce sont des gens qui utilisent ces moyens pour fuir la réalité. Ma vie est moche, donc je fais un voyage astral dans des sphères célestes magnifiques et merveilleuses. Quand je reviens dans mon corps, je suis dégoûté parce que ma vie, elle n'est pas du tout comme là-haut. Et c'est ça le plus grand danger, c'est des gens qui fantasment la spiritualité, qui méditent 8 heures par jour, qui font des voyages astraux, qui font des voyages chamaniques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais une fois qu'ils sont ici en alpha, les pieds sur terre, dans la matière, ils sont dans un déni d'incarnation. J'aime pas la vie, vivement que mon âme rejoigne les étoiles. On entend souvent ce genre de choses dans les milieux de spiritualité. Ce monde n'est que dualité, j'ai hâte de retrouver l'unité. Nous sommes venus expérimenter la souffrance. Vous voyez, toutes ces croyances limitantes font que la majorité des gens vont chercher un mieux-être. Ils vont pas chercher un apprentissage. Et ces dérives, parfois, là où je dis que c'est dangereux, c'est que ça mène des gens soit à se droguer et à devenir accros, soit à se laisser emporter dans un mouvement sectaire, soit à mépriser la vie et les êtres humains. Genre, les êtres humains sont vraiment cons, alors que je me demande pourquoi mon âme s'est incarnée ici. On est dans la séparation. Et vraiment, c'est ça. Donc, ma conclusion sur ce point, c'est que le but de toutes ces expériences, c'est de ramener quelque chose. Et pour conclure sur ce point, même le monde des rêves, à mes yeux, il est beaucoup plus fascinant, dans le sens, pas meilleur, mais dans le sens plus large que le monde réveillé. Et je pense qu'aussi, si certaines personnes ont acquis plus de conscience que d'autres, c'est parce que volontairement ou involontairement, on ramène des choses dans la nuit. On voyage, on revient, et le lendemain matin, on se dit « Ah ouais, ça c'est génial, je le prends ». Alors que beaucoup d'autres gens, finalement, comment je pourrais dire ça sans être dur, mais traînent, subissent leur vie. Donc pour moi, c'est vraiment ça le message que je souhaite vous faire passer ce soir, c'est que la conscience, ça sert à s'émerveiller. Vous voyez, on parle souvent d'illumination, d'éveil, d'accomplissement. Mais tout ça, ça sert à quoi? Ça sert juste à être heureux dans le présent. Donc ça sert à rien d'aller visiter 150 000 vies antérieures ou d'aller voyager sur 150 dimensions si on n'est pas heureux dans le présent. Donc voilà, ce que j'appelle faire le pont, faire le lien. En chamanisme, on dit faire le pont entre la terre et le ciel, entre les différents plans, les différentes dimensions. C'est ça. C'est quand toutes mes expériences me servent à incarner l'instant présent dans la joie et le bonheur. Stéphanie, tu as d'autres questions à poser? Ah oui, il y a Nicole déjà qui demandait, pour vous, où se situe l'âme? Quelle belle question. Dans un premier temps, j'avais envie de répondre partout, mais après, je me suis dit quand même, on va aller dans quelque chose de plus concret. En fait, pour moi, notre âme, elle est dans ce qu'on appelle le haut astral. Donc, pour ceux qui m'ont suivi, récemment, j'ai parlé de base astrale. Les gens connaissent le base astral. En gros, le base astral, c'est la souffrance, c'est la répétition, c'est les habitudes, c'est la routine, c'est l'ego, c'est tout ce qui nous fait mal.
Notre âme, elle est dans le haut astral, c'est-à-dire que notre âme, elle est toujours heureuse et épanouie, joueuse, curieuse. Elle a choisi de venir sur Terre pour expérimenter, non pas la souffrance, mais l'amour. Donc on fait des choix d'incarnation pour ouvrir notre cœur. Imaginez, votre âme, elle s'est dit, alors bon, moi je vais choisir de naître en 1980 en France avec un père alcoolique et une mère soumise. Donc si on est dans la matière, on se dit, c'est quoi ce choix d'incarnation? C'est pas top. Mais notre âme, si elle choisit ça, c'est parce qu'elle veut guérir et aimer ces schémas-là. Ce qu'on appelle, après, si on fantasme, l'amour inconditionnel. C'est quand j'arrive à aimer quelqu'un que j'ai pu juger par le passé. Donc notre âme, elle vient expérimenter ça. L'amour et la paix. Donc quand je parle de haut astral, encore une fois, je fais souvent le lien avec ce qu'on peut appeler religion, ce qu'on peut appeler spiritualité. Le haut astral, bah, c'est ce qu'on appelle le paradis. C'est ce qu'on appelle Dieu, c'est ce qu'on appelle l'univers, c'est ce qu'on appelle la source. Donc, notre âme vit dans un monde unifié. C'est-à-dire que nous, sur Terre, on se dit, moi j'ai une âme, toi tu as une âme, lui il a une âme. Mais dans ce haut astral, tout est un. On dit souvent, d'ailleurs, moi-même je suis le premier à dire tout le temps, nous sommes un. Et en fait, vu que cette conscience est beaucoup trop grande pour les capacités d'un être humain, en fait, l'être humain découpe tout. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si j'ai 10 litres d'eau et que j'arrive pas à le rentrer dans une bouteille de 1,5 litre. C'est que trop de conscience ne peut pas rentrer dans l'être humain, donc on est obligé de le prendre dans notre corps de lumière et non pas dans notre corps de matière. Donc, finalement, j'ose aller dans le tabou. Est-ce que notre âme, c'est pas Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui opposent l'être humain et Dieu. Mais Dieu, est-ce que c'est une entité supérieure ou est-ce que Dieu, ce ne serait pas la totalité? On dit souvent l'infini, l'incommensurable, avec des adjectifs pas possibles. Donc finalement, il y a Dieu dans chacun de nous. Donc en fait, finalement, nos âmes, ce sont des morceaux de Dieu et de l'univers, tout simplement. Et c'est pareil, parce que je sais que nous enseignons aussi, tu as parlé de Tal, Chalère, Johan Razanamahai, Jean-Marie Muller, le channeling. Et le channeling, c'est rentrer en communication avec son âme ou avec ses guides spirituels. Donc certaines personnes vont dire, moi, mon guide spirituel, par exemple le mien, celui qui se présente à moi le plus souvent, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'en a qu'un et qu'il nous appartient, s'appelle Absolu. Mais si je rencontre quelqu'un qui me dit, moi, mon guide spirituel, c'est l'archange Gabriel, il va vendre beaucoup mieux ses conférences, c'est tout. Parce qu'en fait, l'être humain s'accroche à des notions déjà connues. Donc, c'est notre ego qui nous dit tel personnage s'appelle comme ça et se représente comme ça, donc on le matérialise avec notre croyance. Mais finalement, que mon guide s'appelle Absolu et l'autre Archange Gabriel, c'est peut-être même la même énergie. Mais puisque l'un a des croyances limitantes et l'autre en a d'autres, le guide ou l'âme se montre d'une manière rassurante pour le mental et la capacité humaine. Donc j'espère que vous me comprenez vraiment bien. C'est-à-dire que les chrétiens, ils rencontrent la Vierge Marie ou Jésus. Les bouddhistes, ils rencontrent Bouddha et ses différentes formes ou personnalités. Ou les hindouistes, ils rencontrent tous leurs dieux. Mais c'est comme si quand on n'a pas acquis mentalement la croyance d'un personnage et d'une forme physique, d'une voix, d'une apparence, on ne peut pas le voir.
Donc merci, je vois sur le chat, je trouve ça très drôle, il y a des gens qui sont là par rapport à ma question, est-ce que ce serait pas nous ou Dieu? Vous poussez le bouchon un peu loin. D'autres disent oui, Dieu est en nous. Vous voyez, c'est sans fin. Donc finalement, ça sert même à rien de débattre. C'est qu'en fait, nous avons tous raison. Que vous pensiez que oui, c'est vrai ou que non, c'est faux, finalement, ça revient exactement au même. Qui demande dans quel, c'était dans quel plan ou quelque chose comme ça, vit l'âme. Oui, ben je pense que je viens de répondre. L'âme vit dans le haut astral. Mais ben merci parce que quand même, ça va me permettre aussi d'amener une autre énergie. C'est que, ben justement, puisque je parle d'unité, donc je reviens sur l'idée que tout est ici et maintenant. Donc, quand on parle de voyage astral ou de vie antérieure, pour moi, tout est ici et maintenant quand même. Donc, la majorité des gens pensent qu'ils voyagent seulement s'ils font des exercices pour modifier leur état de conscience, alors qu'en fait, on voyage tout le temps et en permanence. Là, je m'autorise un petit voyage. Je me demande ce qu'il fait mon fils. Est-ce qu'il a mangé? Ben, ça veut dire qu'une partie de ma conscience est partie à l'autre bout de la ville pour aller surveiller mon fils. Donc, on voyage dans l'espace. Si vous pensez à un voyage, on voyage dans le temps. Vous pensez tout le temps à votre passé, si vous pensez tout le temps à projeter un futur, en fait, nous sommes multiples dans le sens où on est décomposé dans l'espace-temps en permanence. Et sur ce, je viens au fameux instant présent avec une question que j'ai trouvée, une réponse que j'ai trouvée magnifique d'un de mes amis qui est enseignant aussi, qui une fois à la question sur l'instant présent avait répondu oui, mais si nous sommes malheureux dans l'instant présent, à quoi ça sert l'instant présent? Et c'est ça qui est aussi important. C'est que vivre l'instant présent, c'est une chose, mais par exemple, je sais que dans les stages ou les formations que je donne, j'enseigne aux gens à ramener toute leur multiplicité ici et maintenant. C'est comme si je fais un travail où je vais chercher tous mes morceaux d'âme qui se baladent partout dans la nature, je ramène tout ici et je peux vous garantir qu'on ne se sent plus du tout le même. Donc, on peut parler d'être centré, d'être ancré, d'être aligné, être dans l'instant présent. C'est tout ça, en fait. C'est pas juste un exercice de se dire je suis là en conscience. C'est d'être pleinement là aussi. Oui, Nicole, qui me dit nous entendons souvent parler des blessures d'âme. Oui, on entend. Mais tu sais, Nicole, on entend parler de beaucoup de choses vraies ou fausses. Hein. On entend parler d'extraterrestres, on entend parler de reptiliens, on entend parler de Dieu. Après, en fait, c'est à chacun de décider s'il veut y croire ou lui donner du crédit ou pas à ce dont on entend parler. Et si tu veux, par rapport à cette intervention, je ne vais pas essayer de vous prouver, je vais essayer de vous faire rentrer dans mon monde ou dans mon univers. L'âme va toujours bien. Je fais un travail énorme sur l'ego. L'ego, c'est ce qui nous protège de la souffrance. L'ego, c'est l'élan intérieur qui dit, qui prend note. Alors là, tu as souffert, il ne faut plus jamais que ça t'arrive. Voilà, l'ego, c'est ça, sa fonction. Éviter de souffrir en nous rappelant le passé. Donc, clairement, qu'est-ce qui nous dit j'ai peur du rejet, de l'abandon, j'ai peur de la trahison? Ben, ce n'est pas du tout notre âme. Notre âme n'a jamais peur. Donc, en fait, ce qu'on appelle communément les blessures de l'âme, ce sont les blessures de l'ego. Imaginez, vraiment, on est dans le monde, un monde magnifique. Vous êtes que votre âme. Quelqu'un vous fait mal. Rentrons en conscience. Est-ce que notre âme va nous dire je vais le punir ou il faut plus que ça m'arrive? Non, notre âme elle va nous dire c'est pas grave, j'ai appris quelque chose, je vais de l'avant et j'ai foi aussi en cette personne qui va être capable d'avancer sans plus faire mal à d'autres personnes.
Donc en fait, notre âme n'est pas rancunière. En fait, tout ça, c'est de la rancune, si vous regardez bien. Donc ce qu'on appelle blessures de l'âme, ce sont que des blessures de l'ego. L'ego a kidnappé un personnage. Par exemple, imaginez, allez, prenons une blessure très commune. Tout à l'heure, j'ai parlé de couple. Vous avez vu vos parents se tromper l'un l'autre. Donc, dans l'inconscient, il y a un modèle qui est les hommes et les femmes ne sont pas fidèles. Vous grandissez, vous cherchez la relation, évidemment, d'amour, par excellence, avec de la fidélité, mais on reproduit les schémas. En fait, tout simplement parce que cette partie de nous qui est dans l'inconscient prisonnière de l'ego, elle ne croit pas en l'amour de couple. Donc, c'est pas du tout notre âme. J'espère que vous comprenez bien que notre âme, elle vit la liberté, notre ego vit la prison. Là, je viens de voir une question. Oula, ça va tellement vite. Oui, mais je vois une question de Christelle. Ah, moi c'est la question de Karen qui dit Gwen, l'âme va toujours bien, point d'interrogation. Alors que penses-tu des pertes d'âme et vols d'âme? Oui, bah, ça rejoint ce que je viens d'expliquer par rapport à les morceaux d'âme prisonnières de l'ego. Donc ça veut dire dans cette vie-ci, vous avez une blessure, l'ego, il vous tient. En fait, le mécanisme de vie en vie est exactement le même. C'est que dans une vie antérieure, vous vous êtes fait mordre par des loups, vous vous réincarnez avec cette peur qui reste présente du j'ai peur de me faire mordre. Alors on a peur des loups, des chiens, d'autres animaux. Et en fait, c'est ça. Donc je sais que j'en parle parfois dans d'autres conférences pour ceux qui ont suivi. J'avais déjà fait avec Stéphanie d'ailleurs, je crois. Et il y a des peurs compréhensibles. Par exemple, quand j'étais enfant, j'ai été battu, donc j'ai peur de la violence. Ça, c'est quelque chose de logique. Et il y a des peurs irrationnelles. Et quand les peurs sont irrationnelles, elles viennent donc de vie antérieure où Muriel parle de blessures karmiques. Donc oui, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, notre âme se réincarne de vie en vie, mais notre ego accompagne notre âme également de vie en vie. Donc c'est comme si on a une âme qui vient apprendre le plus de choses possible et un ego qui, lui, veut refermer le cœur le plus possible. J'espère que je suis assez clair et simple, simpliste même, j'oserais dire, dans ma manière de le décrire. C'est que finalement, quelqu'un qui est guidé par son âme, pour moi, c'est quelqu'un qui est ouvert à la vie, qui est ouvert à l'inconnu, qui est ouvert à l'amour, à l'amitié, à vivre des expériences nouvelles, qui ne doute pas, qui n'a pas peur, qui a foi, qui croit en lui, qui croit en l'être humain. Pour moi, c'est ça, un être conscient. Quelqu'un qui est inconscient, donc manipulé par son ego, c'est quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui n'ose pas, c'est quelqu'un qui se méfie, c'est quelqu'un qui projette des choses, qui fait des plans, qui schématise sa vie. En fait, très souvent, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on associe souvent le mental et l'ego. C'est que finalement, les gens qui sont dans l'ego, effectivement, ils ont tendance à trop réfléchir à toutes les éventualités au lieu juste de se dire bah j'y vais, je le tente. Donc j'espère que vous voyez ce que je veux dire, un peu le côté je tente une nouvelle aventure. Il y a des gens qui vont calculer alors mon taux de probabilité de réussite, il est de 7,5 après une étude approfondie sur 50 pages. Ben, ça c'est vraiment bouboule. Alors que la personne qui est guidée par son âme, elle va se dire bon, j'ai une chance d'y arriver, je le tente. Et c'est aussi simple que ça, se laisser guider par son âme ou ses guides spirituels. Il y a une question qui est très longue, mais que je trouve intéressante. Donc, Geoffroy Coutelier qui nous dit que penser de l'hypothèse que le docteur psychiatre Olivier Chambon émet en disant que la conscience n'est pas localisée dans notre cerveau, mais serait plutôt ailleurs dans l'univers et qu'elle est en connexion permanente avec des récepteurs dans notre cerveau, un peu comme une fréquence éternelle, et nous serions
comme des postes de télévision émetteurs-récepteurs. Du coup, quand on meurt, on change juste de poste de télé, mais on garde notre âme avec une bonne partie de la mémoire effacée dans le processus. Merci de mettre des mots scientifiques sur ce que je viens d'expliquer depuis le début. Donc en fait, il n'y a pas que Olivier Chambon qui explique ça. Je pense qu'il y a à peu près tous les gens qui ont conscience de la conscience, j'allais dire. Mais oui, en fait, oui, c'est évident. L'esprit, parce que certains parlent d'esprit, ou l'âme est immortelle. En fait, il n'y a que le corps physique qui est mortel. Donc oui, tout à l'heure, quand je vous ai dit que notre âme, elle est dans le haut astral, ça répond à ta question, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ici. Donc finalement, dans l'enseignement que je donne, et je le précise vraiment parce que c'est aussi important de rendre hommage, ma mère a reçu cet enseignement initial de ses guides spirituels. Donc, notre âme est ailleurs et envoie un reflet sur Terre. Donc notre âme, elle est là-haut, le reflet sur Terre, c'est ce que nous appelons la conscience spirituelle. Et c'est très simple à voir. C'est que des fois, notre corps astral ou notre corps spirituel n'est pas aligné avec notre corps physique. On n'est pas toujours en place. Il y a des gens qui ont une aura décalée, il y a des gens qui ont une aura plus petite, plus grande. Et en fait, tout ça s'explique très facilement. Donc, du coup, finalement, nous vivons avec le reflet de notre âme. C'est également simple à prendre conscience, puisque je travaille, je vous l'ai dit, sur l'ego, mais sur nos sous-personnalités, sur notre âme, et sur un travail qui est de conscientiser tous ces personnages à l'intérieur. Et le plus fabuleux, c'est qu'en fait, quand on sait écouter notre âme nous parle justement en tant qu'élément extérieur parce qu'elle nous dit tu es une belle personne, ne t'inquiète pas. Tu as déjà souffert, mais ça change, ça évolue. Tu grandis, tu apprends, les portes vont s'ouvrir devant toi. Et notre âme nous parle comme un élément extérieur. Donc, oui, je valide totalement, avec des mots moins scientifiques, la théorie d'Olivier Chambon et de bien d'autres enseignants. Donc non, effectivement, l'âme n'est pas sur Terre. Et j'ai une question de Sylvie qui avait été posée au tout début. Donc Sylvie qui nous dit « J'ai l'impression qu'on devient conscient à un certain moment de notre vie, jamais dès le début. Pourquoi ?» Mais parce que si on était pleinement conscient dès le départ, on n'aurait aucune raison d'être sur Terre. Belle réponse. C'est comme si on commençait un jeu vidéo par avoir gagné. Donc, effectivement. Et Virginie demande comment travaille-t-on pour être avec notre âme et baisser au maximum l'ego? Merci. Alors, pour cette question, et pour ceux qui prennent des notes, en fait, je vous invite à noter, par exemple, sur une feuille, d'un côté, il y a effectivement tout ce qui vous fait peur, mais pas seulement. Tout ce que vous faites tout le temps. Tout ce que vous faites par habitude, habitude dans le mode de vie, habitude dans la manière de pleurer, la manière de crier, la manière de vous disputer. Et en fait, tout ce qui est récurrent est influencé par l'ego. Si vous avez tout le temps les mêmes arguments dans une dispute, c'est l'ego. Donc l'ego, c'est le pilote automatique de notre vie. Donc il n'y a plus de conscience. L'ego, il nous dit, bon, donne-moi les clés de la voiture, c'est moi qui conduis. Donc la voiture, c'est notre corps. Donc ça crée une sorte de phénomène de possession. Phénomène de possession qui se verbalise et qui se manifeste physiquement. Il se verbalise par le « c'est plus fort que moi » et il se manifeste par le « il faut que je le fasse ».
Et c'est il faut, c'est plus fort que moi, c'est un phénomène de possession. Ça veut dire que je n'ai plus conscience, donc mon ego décide pour moi. Donc, imaginez vous disputez, ça nous arrive à tous, et là, l'ego, il dit, te laisse pas faire, montre-lui qui est le plus fort, alors on insulte quelqu'un. Donc, c'est comme si la colère réveille l'ego et on se fait posséder. Mais une fois qu'on revient conscient, donc c'est-à-dire qu'on calme nos émotions, l'ego se calme et là, on se dit, ah mince, je suis allé un petit peu trop loin. Et en fait, c'est ça le travail à faire sur notre ego et sur notre âme, c'est de voir dans quel schéma mon ego est trop puissant comparé à ma conscience. Et je travaille là-dessus, ça veut dire que je me force à réagir différemment. Je me force à parler différemment. Je me force à penser à autre chose. Donc, les gens timides, pour travailler votre ego, ça veut dire soyez excentriques. Les gens excentriques, devenez timides. Et en fait, une fois que notre ego s'est calmé, on n'est plus l'un ou l'autre. On est libre d'être tout. Donc, pour compléter cette réponse, l'ego, il nous rend enfermés dans des rôles. Voilà. Tous les jours, il faut que je fasse la même chose. C'est comme les gens qui disent, oui, moi, ma mission de vie, c'est ça. Vous vous rendez compte, ils n'ont qu'une seule mission de vie. C'est très, 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 très réducteur de se dire, j'ai une seule mission de vie. Alors que c'est comme si on oublie, on calme l'ego, donc, on oublie nos missions, on guérit nos blessures petit à petit, alors on se permet d'avoir plein de missions de vie. S'épanouir professionnellement, gagner de l'argent. Et là, je fais exprès de prendre ces exemples. Pour ceux qui se disent, ouais, non, l'argent, c'est pas bien, mais ça s'appelle l'ego. En fait, dès que vous trouvez un truc pas bien, c'est l'ego. L'ego juge. L'âme aime. Donc, quand on voit quelqu'un de différent de nous, l'ego, il dit, regarde comme il est nul, alors que notre âme, elle dit, regarde comme il est merveilleux. Donc, j'espère que vous comprenez vraiment le sens profond de ce que j'essaie d'amener comme une énergie, c'est que l'ego nous sépare des gens, nous oppose aux gens, condamne les autres et nous fait croire que nous, c'est mieux. Donc, il n'y a pas que le complexe de supériorité, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui croient être dans le complexe d'infériorité, mais qui sont méprisants. Qui se disent, ouais, mais les autres, ils n'en valent pas la peine. Donc, c'est quand même de l'ego. Donc, si vous voulez, plus vous, mais je préfère dire nous parviendrons à écouter nos âmes, et plus nous serons capables d'aimer des gens différents de nous, de prendre exemple sur les autres au lieu de les jalouser, d'être dans la compassion au lieu d'être dans le jugement, d'avoir des projets professionnels. Moi, c'est ça que j'aime aussi quand je travaille avec Stéphanie ou l'Académie de la Nouvelle Vie ou d'autres réseaux. C'est qu'on a un objectif commun, on se tient main dans la main, on se dit cool, on y va. Alors que l'ego, il dit, mais si j'ai des concurrents, je vais avoir moins de succès, on va se partager le truc, ça marche moins. Donc, j'espère que vous comprenez bien que là, moi, je le vois, je témoigne devant vous dans nos milieux de la spiritualité. Il y a des gens qui ont envie de marcher main dans la main dans un but collectif et il y a d'autres gens qui se disent non, moi tout seul, j'enseigne tout seul, je compte sur personne, il faut que je fasse mon truc. Donc, on peut être hautement spirituel tout en ayant un ego démesuré, puisqu'on ne veut pas être dans l'amour et dans l'unité avec les autres. Alors, je vois Sylvie qui dit prochaine étape, supprimer mon ego. Hélas, non. Le but, c'est pas de le supprimer, c'est de le calmer. Et en fait, dans l'idéal, une fois qu'on calme notre ego, on arrive même à en faire un allié. Et c'est ça qui est beau, parce que j'avais vu un commentaire aussi auparavant de Stéphanie qui parlait de dualité ego-âme. Et c'est vrai que moi, j'enseigne l'unité. Donc, le but, c'est pas de dire tout ce qui vient de l'ego, c'est horrible, tout ce qui vient de l'âme, c'est merveilleux.
C'est qu'en fait, il y a des situations de la vie où notre âme et notre ego tombent d'accord. Et pour moi, c'est dans ces moments-là que j'appelle ça l'unité. L'unité, finalement, c'est quand mon objectif me fait du bien et fait du bien aux gens que j'aime. Donc, je tiens compte de moi et des autres et on en tire tous les deux quelque chose de beau et de grand. Et c'est ça l'unité. Tous les deux, tous les quatre, tous les 7 milliards d'ailleurs. Alors, il y a une question aussi de Muriel qui intéressait d'autres personnes. Alors, faut que je remonte un tout petit peu parce que ça va tellement vite. Muriel qui disait, ça va être en deux parties. Pourquoi avoir des guides complémentaires alors que notre âme peut nous guider puisque nous ne sommes qu'un? Et ensuite, Gwen dit qu'il n'y a qu'une énergie et que les différents guides ne sont peut-être qu'un. De mon côté, j'entends mes différents guides avec des intonations différentes. Je l'ai bien dit, oui. Il se manifeste à toi comme ça, mais peut-être qu'il se manifeste à quelqu'un d'autre autrement. En fait, nous sommes des filtres. Donc, le channeling, c'est qu'il y a, en fait, le channeling, c'est pas une personne qui passe à travers nous. C'est une énergie. L'énergie arrive dans l'être humain. Elle veut délivrer un message. L'être humain a des filtres parce qu'il a des expériences, il a un ego qui lui dit oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc on est dans le jugement. Donc l'énergie va se manifester d'une manière qui rassure l'autre. Donc rassurer, ça veut dire que, alors, l'énergie arrive, elle voit. Alors lui, pour lui, le blanc c'est les anges, le rouge c'est le diable, les femmes c'est gentil, les hommes c'est dur. Donc, le guide se présente en se disant ben, je vais être une femme habillée en blanc. Et là, nous, le canal de lumière est ouvert et on se dit oh, un guide spirituel. Mais qu'est-ce que ça change si ça avait été un homme habillé en rouge? Finalement, rien. C'est juste la manifestation de l'énergie de manière à ce qu'on soit capable de la recevoir. Et justement, il y a quelqu'un aussi qui demandait comment on pouvait faire vraiment la différence entre un guide spirituel et quelque part une entité du bas astral, on va dire. Comment reconnaître que c'est vraiment un message d'un guide et Super. Je l'avais vu passer cette question, mais j'étais parti dans. Moi aussi, mais là, je pense qu'elle va pas mal dans ce que tu es en train Merci de d'y revenir. En fait, c'est une question intéressante et c'est aussi pour ça que je vous ai parlé de dérive. Et le but, c'est pas d'avoir peur des sorties de corps, des voyages. Au contraire, c'est génial et en général, c'est le fait d'avoir peur qui attire des mauvaises énergies, des entités lourdes, des entités du bas astral ou autres. Donc, comment être sûr? Déjà, la première chose à faire avant de voyager ou de faire du channeling ou de méditer ou tout ce que vous voulez, c'est de lâcher toutes les énergies lourdes et lâcher toutes les émotions. C'est pour ça que si vous vous dites en ce moment ma vie c'est de la merde depuis 6 mois, je vais faire un voyage chamanique, c'est le meilleur moyen de rencontrer une entité du bas astral, de faire un voyage astral mauvais, parce qu'en fait on attire ce qu'on est. Donc si vous vibrez sur je souffre, vous attirez des choses qui vont vous faire souffrir. Donc, une fois qu'on a lâché nos émotions, en fait, on fait en chamanisme, on appelle ça une invocation. J'appelle une énergie à rentrer en moi, à passer à travers mon corps pour délivrer un message. Donc, comment différencier? C'est très simple. C'est qu'en fait, quand un guide passe à travers un être humain, ici, certains ont déjà fait du channeling dans le chat, vous pouvez aussi témoigner. En fait, on reçoit de l'amour. On reçoit une énergie incroyable. Et on ressent cet amour et cette unité. C'est que, par exemple, moi, je sais que j'ai déjà fait des channelings seul. C'est impressionnant, mais avec justement Joanne, Etal et Jean-Marie, des fois, nos formations de médiumnité terminent par un channeling de groupe. Donc, on est 4 à faire du channeling. Et on sent vraiment une harmonie entre les guides spirituels qui nous traversent
Et c'est puissant et c'est que de l'amour. Donc, comment différencier si c'est une énergie de lumière ou une énergie obscure? Ben, c'est que l'énergie obscure va vous faire vous sentir mal. Vous aurez les poils qui se hérissent, vous serez pris de peur, vous serez pris de chaleur, de froid, de sentiments hyper désagréables. Et en fait, là, il vaut mieux tout de suite arrêter. En fait, si vous n'êtes pas centré, ne faites pas ces expériences. Ça s'apprend à se préparer, à se centrer pour accueillir, pour voyager ou autre, pour utiliser des outils de conscience modifiée. Une fois, je me rappelle, il y a un channeling que j'ai fait, parce que c'est toujours différent aussi, hein, les sensations. Mais j'ai senti une telle vague d'amour, en fait, que, pour vous dire, ça m'en est devenu insupportable. C'était beaucoup trop d'amour que ce que je pouvais, moi, en tant que Gwen, en tant que corps, en tant qu'être humain incarné, l'amour était beaucoup trop beau, trop pur, trop bon pour que je puisse le tolérer. Du coup, j'ai fait mon channeling pendant une demi-heure. Et quand le guide est parti, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'il l'a dit à haute voix, il a dit « Je m'en vais, je rentre car l'ego de Gwen est insupporté par ma présence. » Au revoir tout le monde, à bientôt. Et il est parti. Et là, j'ai explosé en larmes. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes d'amour. C'était tellement... Waouh. J'espère que vous voyez que ça répond à la question. C'est qu'une entité du bas astral, ça se sent, en fait. Pour ceux qui font des voyages astraux, je sais que je vais raconter plus rapidement, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des entités du bas astral en faisant un voyage. Ben, j'avais peur. Alors que normalement, quand on fait un voyage, on n'est pas censé avoir peur du tout. Donc voilà. En tout cas, quelques clés, outils pour vous dire, on s'arrête, on se recentre, on refait des outils pour couper le mental, pour lâcher des émotions. Il y a plein de choses à faire. Donc c'est... Ben, d'ailleurs, Stéphanie, ça va être aussi, je crois, l'issue de la conversation. C'est que là, je suis sur une formation 1, 2, 3, 4 conscience avec l'Académie de la Nouvelle Vie. Et c'est vrai que cette conférence, elle sert à vous parler de ces outils. Et dans la formation, je crois qu'à l'avenir, on va explorer ces outils en pratique. Donc, c'est aussi important de se dire qu'on peut le faire. Alors, c'est énorme que tu dises ça. Je crois qu'on est vraiment connectés tous les deux. Ça fait 2 fois là ce soir. Parce que justement, j'allais te dire, on est très, très, très nombreux ce soir. Donc, on va peut-être revenir aux questions dans quelques minutes. Et je te proposais justement pour tous ceux que ça intéresse, parce qu'on voit vraiment que vous êtes super intéressés, que vous avez vraiment envie d'aller plus loin. Et justement, Gwen a une super nouvelle à vous apprendre. Vous allez pouvoir aller plus loin avec Gwen en ligne, avec donc 1, 2, 3, 4 conscience, dont Gwen va vous parler un petit peu plus en détail peut-être. Ben, en fait, c'est très drôle parce que moi, j'ai vraiment choisi le sujet des états modifiés de conscience parce qu'on va progresser dans une direction, mais à la fois, toutes les questions qui sont venues, ce sont des ateliers qu'on a fait aussi. Donc déjà, dans les ateliers précédents, on a travaillé sur la santé holistique, sur la conscience, sur l'ego, gros travail sur l'ego, comment trouver son ego, comment le voir, comment le calmer, sur nos sous-personnalités, sur la voix de l'âme. Et c'est vrai que donc on en est à 5 ateliers. Et dans les suivants, on va aller beaucoup plus dans le fait de développer ses capacités. Donc, les prochains ateliers, je me rappelle plus dans l'ordre, hein, mais ça va être travailler la confiance en soi, la foi, développer ses capacités, qu'elles soient soins physiques, énergétiques, chamaniques, être multidimensionnel, justement. On va travailler sur ce que j'appelle la guidance spirituelle, justement, ce que la majorité des gens appellent intuition. Donc, être guidé, merci pour les questions précédentes, effectivement, c'est être guidé par son âme, par ses guides, par son intuition. Et en fait, c'est au moment où on se pose plus de questions et qu'on se dit « Ah ben tiens, mon chemin, c'est ça, c'est sûr, c'est juste ». Et ça, c'est ce que j'appelle la guidance spirituelle, c'est quand il n'y a même pas de place au doute.
je crois avoir présenté, mais dis-moi si. En gros, l'objectif, c'est de créer sa vie en conscience. Voilà. Ouais. Alors, moi, je vais vous parler un petit peu plus technique alors du coup, parce qu'en plus, j'ai la chance d'animer aux côtés de Gwen cette série de 10 ateliers magnifiques. Donc, si vous ne connaissez pas encore les programmes 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux. Donc, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Et à chaque fois qu'on passe un niveau, bah, on va plus loin pour aller vers le mode expert. Et donc, jusqu'à présent, nous avons effectivement déjà fait en direct les 5 premiers ateliers, donc les 2 premiers niveaux. Mais bien sûr, pour les personnes qui vont rejoindre ce soir 1, 2, 3, 4 conscience, vous allez avoir accès directement à ces ateliers en replay. Et vous pourrez poser toutes vos questions à Gwen ou par mail ou par ou lors du prochain atelier qui aura lieu le 6 septembre, je crois. C'est un jeudi. Et donc, dans le niveau 1, pour aller plus dans le détail, le niveau 1 qui était sur la santé et la spiritualité, nous avons vu la santé holistique et conscience. Dans le niveau 2, dans le module 2, se soigner, se guérir et se libérer du passé. Donc ensuite, nous sommes passés au niveau 2, dualité, multiplicité et unicité. Donc à l'atelier 3, nous avons vu comment pacifier son ego, justement, qui est un thème qui est pas mal revenu là ce soir. Nous avons vu également dans l'atelier 4 la voix de l'âme. Et jeudi dernier, eh bien, nous avons enregistré, nous avons fait en direct l'atelier 5, qui était donc la synthèse de la première partie du niveau 1 et du niveau 2, avec des questions-réponses. Et c'est un atelier qui a été, encore une fois, très, très, très riche. Donc le jeudi 5 septembre, voilà, pardon. C'est pas le 6, c'est le 5. Nous aborderons le niveau 3 en direct. Dans l'atelier 6, développer ses capacités. Dans l'atelier 7, la guidance spirituelle. Donc, il y aura lieu le 19 septembre. C'est toutes les 2 semaines. Oui, c'est toutes les 2 semaines. Voilà. Comme ça vous laisse le temps aussi à vous, si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, de regarder, d'assimiler et de faire les exercices qui ont été proposés dans les premiers ateliers. Dans les premiers ateliers, donc de tout intégrer, tout ça. Et c'est des exercices qui ont vraiment été très, très forts et puissants. On a déjà eu des retours assez forts sur des obstacles, mais également sur des réussites. Des beaux témoignages. Voilà, qui nous ont fait nous poser des questions à chacun. Je dis nous parce que moi aussi, comme vous, hein, je suis une apprenante. Hein, je suis avec grand plaisir la formation de Gwen. Et donc vraiment, c'est formidable et ça va répondre en grande partie, vraiment, ou même dans la totalité, je pense, à toutes les questions que vous nous avez posées ce soir. Et vraiment dans le détail. Et donc, du coup, voilà, l'atelier 7. Ensuite, nous verrons le niveau 4 à partir du 3 octobre avec l'atelier 8, confiance en soi et foi en la vie. Puis l'atelier 9, les lois d'attraction, de manifestation et de création. Et enfin, l'atelier 10, eh bien, sera à nouveau une synthèse de la seconde partie, donc des niveaux 3 et 4, avec eh bien, des questions-réponses. Et bien sûr, vous pourrez également poser des questions sur les niveaux 1 et 2 à cette occasion. Ce sera vraiment le dernier atelier ensemble et où on va pouvoir justement voir, parfois quand il y a des obstacles, c'est bien de les partager également parce que Gwen apporte des réponses et d'autres façons d'arriver justement à nos objectifs par rapport à cette formation. Donc, c'est vraiment, moi, je vous encourage vivement à cliquer sur le bouton Je découvre le programme de Gwen, où vous allez retrouver plus en détail encore ce qu'on vient de vous dire maintenant, et de nous rejoindre. Oui, en plus, il y a de la carte, donc c'est aussi l'avantage. C'est que certains peuvent se dire, je fais toute la formation, d'autres peuvent se dire, moi, il n'y a que ce sujet qui m'intéresse, je prends que celui-là. Donc, c'est aussi hyper intéressant. Je te remercie d'avoir présenté en détail comme ça. Et juste un tout petit détail encore, si tu me permets, Gwen, c'est que là, on est en direct, on est plus de 800 en direct ce soir. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, les questions, elles défilent vite, vos interventions défilent vite. On ne peut pas répondre à tout le monde, malheureusement. Lors des ateliers, on est en comité beaucoup plus restreint et on prend vraiment, Gwen
prend vraiment le temps de répondre en profondeur à chacune des questions des étudiants et il se crée une relation du coup entre nous tous qui est vraiment super géniale et qui nous amène tous vers le haut, quoi. Voilà. Merci beaucoup d'avoir présenté ça bien mieux que moi, c'est vrai, parce que je me rappelais pas par cœur. Et puis c'est vrai, comme tu dis, il y a énormément de questions. Je viens d'en voir plusieurs très intéressantes. Et c'est vrai qu'il est déjà 10 heures, donc j'aurais aimé vraiment avoir plus de temps pour répondre à toutes les questions. J'espère approfondir avec vous, que ce soit via la formation ou les aléas de la vie. Donc, je vous remercie tous pour vos présences, les commentaires de remerciements, de gratitude. C'est magnifique, ça me touche beaucoup avec des noms que je connais, d'autres différents. Et je voulais aussi répondre, non pas à la question, mais à une énergie que je vois sur le chat. Et en fait, pour moi, c'est important de répondre à cette personne, même si je vois plus son nom. Mais à la fois, comme ça va aussi éclairer les autres. C'est qu'il y a une personne qui a mis des commentaires très détaillés. D'ailleurs, tu as lu un de ses commentaires tout à l'heure. La personne, oui, qui parlait d'Olivier Chambon. Et puis là, je viens de lire encore, est-ce que vous avez lu les études de tel personnage qui dit que ta 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 ta. Et en fait, c'est beau de voir ça, en fait. Et en fait, pour répondre très sincèrement, moi, j'enseigne absolument tout l'inverse que de baser sa conscience sur des livres qu'on a lus d'autres personnes. Donc en fait, très très honnêtement, j'ai lu très très peu de livres de spiritualité. J'ai pas lu de livres sur les états modifiés de conscience. J'ai très peu lu sur l'âme, l'ego, les sous-personnalités, le chamanisme. J'ai des maîtres qui m'ont enseigné des choses, qu'il soit Johan ou Tal, mes parents, qu'il soit mon fils, qu'il soit Stéphanie, qu'il soit vous sur le chat. Mais vraiment, pour moi, c'est important de comprendre que on peut lire 10 000 livres, mais c'est citer des livres, en fait, c'est vivre par procuration. Et en fait, moi, ce que j'enseigne, c'est à écouter son âme et à parler avec sa propre conscience et non pas se réfugier derrière les enseignements d'autres gens, parce qu'en fait, on se perd. On se perd quand on dit tout le temps, Bouddha a dit que, la Vierge Marie a fait ça, et puis tu sais, Saint Germain a enseigné que. C'est qu'en fait, se connecter à soi, on peut être d'accord avec des grands enseignants, mais c'est exister pleinement. Je pense que j'ai conscience de, et non pas quelqu'un a dit que et il a conscience de. Donc vraiment, c'est ça vraiment que je vais terminer là-dessus, que j'appelle la guidance spirituelle. C'est calmer notre ego, c'est aussi arrêter de citer d'autres gens et se citer soi. Vous êtes des grands enseignants. Vous êtes des maîtres spirituels. Vous êtes des élèves, vous êtes des amants, vous êtes des amis, vous êtes multiples. Donc, si notre âme a choisi d'expérimenter cette vie, je cite Brigitte, Assina, Audrey, Claire, toutes les personnes qui sont là, votre âme a choisi de vivre votre vie, pas celle de quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, c'est vraiment important de ne pas vouloir faire comme quelqu'un ou de ne pas dire ce que quelqu'un a dit. Existez pleinement en tant que vous et c'est comme ça que vous accomplirez le mieux vos missions de vie. Puis, ça m'amène un peu prolongé, mais aussi l'idée que c'est magnifique d'exercer tous ces outils, qu'ils soient rêve, méditation, voyage chamanique, pleine conscience. J'aurais voulu approfondir davantage, mais vraiment, n'oubliez pas que pour moi, le plus important,
c'est de s'aimer soi et d'aimer les gens qui sont à côté de nous. Et je termine là-dessus parce que je sais que dans la spiritualité, on idolâtre. Ah, les guides spirituels, c'est des êtres de lumière, ils sont merveilleux, si profonds, si intenses, quelle sagesse. Ou Mère Teresa, Ama, Sitting Bull, etc. On idolâtre des gens, on les met sur un piédestal. Et en fait, je rêve d'un monde où on parlerait comme ça de nos enfants, de nos amis, à la personne qui partage notre vie, de lui dire waouh, mais toi, tu es tellement lumineuse et merveilleuse, tu m'apprends tellement. Donc, tout cet amour qu'on donne à des gens qu'on connaît, je rêverais de voir le monde le donner à côté et tout à côté, tout proche de nous. Donc, je vous remercie tous pour cette soirée. Mais avant de nous quitter, je vais quand même répondre à quelques questions là qui Oui. sont liées au programme justement. Joy demande, ce programme va-t-il être proposé à nouveau depuis le premier module? Eh bien, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en fait, les deux premiers niveaux, donc les 5 premiers ateliers, on les a déjà fait en direct. On ne les refera pas en direct, bien évidemment. Mais, Oui, vous avez accès, dès que vous vous inscrivez, en fait, vous aurez accès à votre espace privé de formation avec eh bien déjà les replays de ces 5 premiers niveaux. À ce moment-là, si vous avez des questions, vous pourrez nous envoyer donc vos questions par mail à l'Académie de la Nouvelle Vie et ou Gwen vous répondra directement par mail ou bien il vous répondra lors de l'atelier suivant en fait. Donc il n'y a pas de souci. Donc bien sûr, vous allez pouvoir débuter à partir du niveau 1 et de l'atelier 1. Et jeudi 5 septembre, vous assisterez au direct avec nous. J'espère que j'ai répondu à ta question. En fait, on regarde quand on veut ce qui est déjà passé. Voilà. On a accès au direct. À partir donc de l'atelier 6 qui sera le 5 septembre. Ouais. Émilie nous dit, elle est exceptionnelle cette formation. Allez-y, les bras ouverts, c'est magique. Effectivement, Émilie a déjà intégré la formation depuis le début. Et elle confirme donc mes ressentis. Merci beaucoup à toi, Émilie. Ah, et Amandine, ah oui, Amandine également, qui est très, très présente dans la formation, qui nous dit « Cette formation est vraiment fabuleuse, avec plein de clés pratiques pour aller vers la santé, la joie et le bonheur au quotidien. Merci beaucoup, Gwen, Stéphanie, ainsi que toutes et tous. Belle soirée. » Donc voilà, vous avez déjà quelques témoignages. J'ai vu là la masse de commentaires très chaleureux, très dans l'amour, dans l'amitié, dans la gratitude. J'adore toutes ces énergies. Je vous remercie tous vraiment infiniment. C'était un vrai plaisir pour moi. C'est vrai qu'entre les formations et les conférences, c'est différent, mais il y a toujours du plaisir parce qu'il y a l'interaction. Donc, c'est pas comme être devant un public physiquement, mais être devant un public qui réagit, ça fait du bien. Donc, je vous remercie tous parce que si je peux aider, vous m'aidez aussi à m'accomplir. Parce que la vie, c'est un échange. Donc, je fais encore cet appel à l'unité, d'avancer ensemble. Donc oui, il va y avoir un replay qui sortira après avoir été un petit peu travaillé. Et je vous invite, j'ose vous demander de partager le replay si la conférence vous a plu, demain ou après-demain ou autre, qu'on se soutienne. Et merci infiniment, humainement, fraternellement, lumineusement. Et Geoffroy demande où retrouver la vidéo par la suite. Eh bien, le replay, vous aurez un mail qui vous annoncera normalement le replay. Et de toute façon, vous retrouvez tous les replays de toutes les conférences de l'Académie de la Nouvelle Vie sur le site académienouvellevie.com. C'est ça. Voilà. Ou ceux qui me suivent, je partage dans mes réseaux aussi. Donc, il y aura partout. Voilà. Donc, eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment encore, Gwen, pour toute ta sagesse, toute ta gentillesse, toute ta générosité et bien sûr, toute la qualité de tes enseignements.
Et je te souhaite une excellente fin de soirée et à vous tous. Et je vous dis rendez-vous le 5 septembre pour l'atelier 6, donc de 1, 2, 3, 4, conscience. Merci beaucoup. Belle soirée tout le monde. Je nous aime. Ciao, ciao.